L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, comme je le disais en titre, nous allons entrer dans quelques heures dans les commémorations du Yom HaShoah. Yom HaShoah Ve'Gvura, il faut le souligner. Alors, vous avez décidé de nous parler de ce matin d'en parler tout simplement pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'à partir de ce soir, on va commémorer la Shoah, l'Holocauste et surtout la Gvura, l'héroïsme. C'est important de l'expliquer et pour mieux comprendre en fait la décision d'avoir choisi cette journée comme la journée importante. Alors, il faut comprendre d'abord que à la fin de la guerre et surtout au moment à la fin de la guerre, beaucoup de communautés juives ont pris l'habitude de commémorer la Shoah et surtout de dire le Kaddish pour les personnes pour leur famille qui étaient mortes, dont ils ne connaissaient pas le jour de la date, le jour de leur mort en fait, de faire le jour de Asara B'Tevet, le 10 Tevet, ou bien le jour de Tisha B'Av. C'était les deux journées qui étaient les plus importantes dans les communautés qui avaient survécu à l'Holocauste. Et c'est ainsi qu'après la création de l'État d'Israël, le 28 décembre 1949, donc un an et quelques après la création de l'État d'Israël, c'est la première fois où on va se souvenir de la Shoah de façon officielle, puisque c'est le grand rabbinat d'Israël qui va organiser, qui dit qu'on va organiser à partir de maintenant le jour du Asara B'Tevet, comme on vient de le dire, comme le jour traditionnel de deuil et de jeûne. Et puis, c'est aussi à cette journée va être marquée en Israël, donc un an et demi après la création d'Israël et un peu moins de 5 ans après la fin de la guerre, puisqu'on va enterrer dans un cimetière de Jérusalem des cendres et des os de milliers de juifs qui ont été amenés du camp de concentration de Flossenburg. Et puis l'année d'après, on va continuer dans ces commémorations, puisque à ce moment-là, on va faire à nouveau des funérailles, mais cette fois-ci, ce seront des objets comme des rouleaux de la Torah profanés, ou à nouveau des os et de la cendre de mort amenés d'Europe. Alors, il faut aussi comprendre qu'à cette époque-là, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, entre guillemets. Aujourd'hui, si quelqu'un qui veut aller en Pologne voir les vestiges, des camps de concentration et qui peut être amené à voir des os ou de la cendre de juifs. À cette époque, c'est beaucoup plus compliqué puisque nous sommes dans une époque où le rideau de fer est déjà tombé sur l'Europe de l'Est et donc les choses sont vraiment plus compliquées. Et puis, dès 1951, la Knesset, elle commence à se poser la question quelle date l'État d'Israël va choisir pour le jour du souvenir. Et il y a plusieurs possibilités. Il y a le Asara B'Tevet, le 10 Tevet, comme on vient de le dire. Et puis, il y a le 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'est le jour qui précède Pessah. Et c'est le jour où le soulèvement du ghetto de Varsovie a commencé. Donc, c'est en date laïque, c'est le 19 avril 1943, où le soulèvement du ghetto commence. Et puis une autre idée, c'est le 1er septembre, puisque c'est la date où la guerre a commencé, puisque l'armée allemande a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Et puis on décide au final que ce sera le 27 Nissan, donc à la date de ce soir, ce qui est une semaine après Pessah, 8 jours avant le jour de l'indépendance, et c'est la raison pour laquelle on va lui donner ce nom de souvenir de l'Holocauste et de la Gvura, c'est-à-dire l'héroïsme. Alors, ça correspond à un événement particulier. Ce 27 Nissan ? Alors, le 27 Nissan, on est en plein milieu du soulèvement du ghetto. C'est ce dont je vais vous raconter, je vais aussi vous parler maintenant. Donc, cette révolte, depuis le ghetto de Varsovie existe depuis 1939, depuis septembre 1939, depuis l'invasion des Allemands en Pologne. Et puis, début janvier 1943, on est à un moment où les autorités allemandes décident d'accélérer la déportation de la population civile du ghetto. Ils cherchent à liquider définitivement le ghetto et c'est ainsi qu'on va avoir une population qui va passer de 450 000 personnes à 40 000 personnes. Au moment où on s'approche entre guillemets de la liquidation de ce ghetto, on a deux groupes de résistance juive armée qui s'organisent au sein du ghetto. On a l'organisation juive du combat qui est dirigée par Mordechai Anilevitch, qui est d'inspiration sioniste et bundiste, et on a l'Union juive militaire juive, qui est organisée
qui est une organisation sioniste aussi, mais c'est plutôt dans la mouvance du Bétar. Et ces deux groupes, donc le 18 janvier 1943, vont commencer à s'imposer par la force et à s'opposer à une nouvelle vague de déportation. On a 4 jours de combat de rue et le ghetto est ainsi paralysé, les déportations suspendues, ce qui énerve énormément Heinrich Himmler, qui va demander à son représentant en Pologne, qui s'appelle Friedrich Wilhelm Krüger, de détruire complètement le ghetto. Et c'est ainsi que le 19 avril, ça va prendre un peu de temps, la police et les forces auxiliaires SS vont entrer dans le ghetto afin de reprendre les déportations. Alors, ils arrivent équipés de chars, d'artillerie, de lance-flammes, et on a 2000 soldats allemands, et ils sont complètement surpris, ils n'en croient pas leurs yeux, puisqu'ils vont rencontrer une résistance très vive, et le plan qui prévoyait la reprise de la maîtrise complète du ghetto en 3 jours va complètement échouer, et les Allemands vont prendre 4 semaines pour mater la révolte. Je crois que c'est la révolte qui va prendre le plus de temps dans toute l'histoire du nazisme, la résistance qui va être la plus forte. De combien sont formées les forces juives? On parle de quelques centaines. Ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont entre 13 et 22 ans. Une population qui n'a pas à manger. Marek Eldelman, qui était le seul dirigeant de la révolte à avoir survécu, va indiquer: nous ne mourrions pas de faim, on peut vivre pendant 3 semaines simplement avec de l'eau et du sucre. C'est pour comprendre avec quoi ils ont survécu. Et c'est ainsi que pendant ces combats, on va avoir 7000 résidents du ghetto qui vont être tués, 6000 qui vont être brûlés vifs ou gazés durant la destruction totale du quartier, puisque les Allemands vont brûler, vont mettre le feu à tout ce qu'ils pouvaient afin de vraiment de faire tomber les ghettos. Et les Allemands vont à la fin déporter les survivants dans les camps d'extermination de Treblinka ou de Majdanek, ou les envoyer dans d'autres camps de concentration en Pologne. Ce qui est important de dire, c'est qu'une partie donc de ces résistants, de ces personnes qui vont s'opposer, vont réussir à s'enfuir, entre autres par les égouts de la ville de Varsovie et du ghetto, et vont aller rejoindre les partisans. Et une partie d'entre eux, plus tard, vont faire leur alia, et en Israël, ils vont ouvrir un kibbutz qui s'appelle Lochamei Getaot, les défendeurs. Maintenant, pour vous poser une question, c'est-à-dire le symbole est très fort, c'est-à-dire la décision du gouvernement israélien de choisir cette date de la révolte du ghetto de Varsovie, c'était justement pour insister sur la gvoura, on va dire des résistants, l'héroïsme des Juifs, plutôt que sur la Shoah. Justement, je voulais parler de ce point-là, de 2 façons différentes. La première chose, c'est que le ghetto de Varsovie, la révolte du ghetto de Varsovie, est la révolte qui a été la plus importante. C'est-à-dire qu'il y a eu des actes de résistance et de bravoure un peu partout pendant toute la période de la Shoah, mais bien entendu, cet événement-là est l'événement le plus marquant. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, en effet, il y a une volonté en Israël de la part du Yishuv, du vieux Yishuv, c'est-à-dire que les gens qui sont arrivés en Israël déjà depuis la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de ne pas insister sur les Juifs qui sont allés comme mourir à l'abattoir. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on va prendre cette date. Et il faut dire... D'ailleurs, il faut le souligner, la cérémonie de ce soir... Elle commence à Lochamei Getaot. Non, pardon. Commence à Yad Vashem. Elle commence à Yad Vashem sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie. Sur l'esplanade de la révolte, sur l'esplanade de la révolte... Enfin, si vous allez à Varsovie, vous allez en face de ce qui reste du ghetto, il ne reste plus rien. Voilà. On a un grand monument, et le même monument, on a la réplique... Donc, sur cette avec place, quelques différences. Vous savez quelles sont les différences? Ah non, ça je sais pas. Eh bien, celle qui est en Pologne, on a donc des personnes qui se battent, et un petit peu comme ce célèbre tableau, je crois, de Delacroix, où on voit la femme, la France qui se bat, et elle est dénudée et on voit ses seins. Alors de la même manière, en Pologne, vous avez des femmes dénudées, tandis qu'à Jérusalem, on les a couvertes. D'accord. Mais à part ça, ce qui est important de dire aussi, c'est que donc cette cérémonie commence à cet endroit-là. On va parler de la Gvoura, et en tout cas, ce qu'on dit en Israël aujourd'hui, c'est que il va falloir attendre, il va falloir attendre le jugement d'Eichmann à Jérusalem pour que l'on prenne conscience et que les anciens déportés n'aient plus peur, puisqu'ils avaient peur de raconter leurs histoires, et que les personnes qui avaient vécu ici d'autres choses et qui avaient vécu surtout la construction de l'État d'Israël ne les accusent pas de s'être laissés tuer et de s'être laissés emmener à l'abattoir. Voilà. Merci Eliana de nous avoir rappelé l'origine des commémorations du Yom HaShoah Ve'Gvura.
Donc il débutera ce soir à 20h, donc comme je le disais, par une cérémonie officielle et traditionnelle sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Nous allons marquer une pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.